Bien le bonjour et bienvenue à la prescription avec le docteur Fred Lambert. J'espère que vous allez bien. C'est le début de l'année. Il y a plein de concerts. Pour ma part, c'est une grosse rentrée. Beaucoup d'événements qui s'ajoutent, pas qui s'ajoutent, mais qui sont prévus depuis très longtemps à l'agenda, dont un cette semaine, en fait, le vendredi 13 août et samedi 14 septembre, ce sera le Alto Fest. Festival d'alto, si vous avez bien compris. Alors, l'alto, mon instrument que j'aime tant, dans lequel il y aura des événements, des concerts présentés sous différentes formes et tout ça au Conservatoire de Montréal. Pour ma part, je vais être présent avec mon ami Alikian Yazdanfar, dont je vous ai parlé, dont il y a un épisode d'ailleurs que je vous invite à aller écouter avec lui. Des duos de contrebasse et alto avec notre album Iridescence que vous pouvez aller écouter si c'est pas déjà fait. Alors, nous allons présenter une nouvelle version de ce concert. Un concert 360 degrés, ça c'est intéressant. Les gens vont pouvoir se promener autour de nous pendant le concert, entre les pièces, là, évidemment. Pendant qu'on joue, les gens vont être silencieux. Et après, il y aura un petit cocktail et on pourra discuter de tout ça. C'est vraiment un bel événement festif. Et cette semaine, je m'entretiens avec le PDG de l'Alto Fest, un nouvel ami à moi, et il va nous présenter un peu plus en détail toute cette programmation. Et laissez-moi vous le présenter, l'altiste Thierry Lavoie-Ladouceur. Alto solo associé de l'orchestre métropolitain, Thierry Lavoie-Ladouceur est également membre de l'orchestre de chambre I Musici de Montréal depuis 2022. Il participe à plusieurs festivals en tant que chambriste, notamment le Festival de musique de chambre de Montréal, le Festival du Domaine Forget, et se produit comme soliste avec orchestre à titre de lauréat du concours de concerto du Conservatoire de musique de Montréal en 2019. Il a pu bénéficier de l'enseignement de grands maîtres tout au long de son parcours comme Antoine Tametti, Miguel da Silva, Atararad et James Dunham. Son plaisir à improviser et à composer l'amène à collaborer régulièrement avec des artistes de tout horizon, que ce soit à l'émission La Voix ou encore avec des artistes comme Jonathan Roy, les deux frères, Didem Bazar ou Erika Engel. Artiste engagé, il fut musicien bénévole durant des confinements pandémiques et a livré plusieurs performances au cours de son parcours dans des milieux hospitaliers, scolaires et communautaires. Il obtient sa maîtrise en alto avec distinction auprès du Conservatoire de musique de Montréal en 2020 dans la classe de Madame Jocelyne Bastier. Il est également depuis 2024 diplômé de HEC au diplôme d'études supérieures spécialisé en gestion d'organismes culturels et il est l'un des membres fondateurs et directeur général du festival Alto Fest célébrant de manière festive cet instrument sous-représenté. Voici ma conversation avec Thierry Lavoie-Ladouceur. Les micros comme ça, là tu l'entendras pas parce que t'as pas ça, mais c'est vrai que le ASMR, t'en écoutes-tu? Des fois. Pour dormir? Mais ouais, pour m'endormir. C'est lesquels tes préf? Je mets des playlists random. Ah ouais? Moi, je sais pas, je suis pas connaisseur. T'as l'air d'un connaisseur. Mais je le vois dans tes yeux. Moi, mon préf, c'est un spécialiste. Qu'est-ce qu'il fait exactement comme affaire? Il y en a deux. Moi, il y a un barbier que j'adore écouter quand il coupe les cheveux. Moi, le bruit des cheveux, oublie ça. Ben voyons! Je m'endors. Puis, il y a un gars qui fait juste des vidéos qui cire des souliers. Et ça, là, le bruit du... C'est vrai spécifique. Non, mais ASMR, c'est juste ça. C'est que tu trouves le bruit qui te calme. C'est ça. Puis c'est réglé. C'est ça, ouais. Le show est parti. Je suis content de te voir, Thierry. Premièrement, je suis content de te voir pour plusieurs raisons. La première, c'est que je crois qu'on s'est plus fréquenté en mode audition
que dans un monde réel. Parce que c'est pas un monde réel, une audition. Mais tu sais, on s'est fait deux grosses... la première fois, je pense que c'était à Imuzichi, puis l'autre fois, c'était l'audition de l'OM, le poste que tu as remporté. Qui était pendant l'éclipse. En plus, c'est comme on va s'en souvenir sur le longtemps. Même moi, j'ai pas eu le poste, mais je m'en souvenais tout le temps de cette audition-là. Il y a qu'à cause de l'effet éclipse, tout ça. Puis là, ce qui est le fun, c'est que on se connaît pas de temps. C'est agréable qu'on prenne là un moment pour jaser. Et dorénavant, on sera pas en mode audition, on va être en mode de faire de la musique ensemble. En mode le collègue. En mode c'est collègue. bien plus le fun. Pas mal plus le fun. Je t'avoue que je suis heureux de passer à cette étape enfin. Et ça bref, aujourd'hui, on va parler un peu de toi, on va parler un peu de tout, mais on pourrait tout de suite, en fait, se lancer directement avec l'AltoFest qui va avoir lieu ce week-end. Oui, ben, on enregistre en avance. On est dans le futur. Présentement, on est dans le futur. Alors, rendu là, le Thierry va être apaisé. Exact. Parce que, explique un peu ton rôle de l'AltoFest. Ouais, dans le fond, cette idée-là a été générée par Benjamin Rota, que je pense que tu as déjà reçu au podcast d'ailleurs, qui avait l'idée de reprendre le concept de journée de l'alto qui existait depuis plusieurs années, qui avait été mis en place puis géré par Utah d'un côté, après ça Jocelyne Bastien, ça a été repris par la Société canadienne d'alto pendant un bout. Puis ça a été quelque peu délaissé, puis Benjamin avait envie de remettre ça sur la map un petit peu, mais sous un autre format. Puis c'est là qu'il est allé chercher Vincent Delorme, puis moi-même pour l'aider à structurer tout ça. Fait que là, moi, mon rôle est vraiment presque purement administratif. Là. Je suis sur papier le directeur général. Je sais, t'es un DG. Je suis un PDG, parce que je suis en plus le président du conseil d'administration. Ça veut pas dire grand-chose, parce que au final, il y a Marie-Lou Lepage qui est dans l'équipe aussi, fait qu'on est 4. Okay. Mais au final, personne n'est le boss de personne, puis on travaille en cohésion, puis moi, c'est juste que je m'occupe plus de tout ce qui est... coordination, paperasse, tout ce qui a rapport avec l'OBNL, financement, marketing. Mais c'est ça, parlons-en un peu de ça. Pour le financement, vous avez fait des demandes de bourse, vous avez du financement privé aussi qui vient vous aider pour réaliser tout ça? Ouais, jusqu'à maintenant, on est à 100% en financement autonome. Wow. On n'est pas subventionnaire en partie parce qu'on est trop jeune légalement. Okay. On est OBNL officiellement depuis l'année dernière. Parce que malgré que l'idée des journées de l'alto existait avant, vous, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. C'est ça. Les journées de l'alto, c'était un peu à bonne franquette. On s'organise entre altistes. Les gens jouent bénévolement. Bon. Là, on voulait monter vraiment comme une structure plus claire, un organisme. Là, on voulait monter un organisme, dans le fond, pour comme avoir une espèce de pérennité, puis avoir des événements qui ont une lignée qui est claire les unes avec les autres, qui a une vision qui est claire puis qui se projette dans le futur. Fait que c'est pour ça qu'on a fini par créer officiellement l'OBNL, mais vu qu'on a une existence légale assez jeune, on n'est pas admissible à la majorité des subventions publiques. Okay. Fait que ça nous a forcé un peu à chercher d'autres moyens de se financer. Dès le début, on savait qu'on voulait rémunérer nos artistes, qu'on voulait pas qu'ils fassent ça bénévolement. C'est sûr qu'au début, c'était des cachets forfaitaires plus bas que c'était pas du bénévolat. Significatif, là, tu sais. Oui, mais juste que symboliquement, ce soit pas du bénévolat non plus. Fait que dès le début, on est allé chercher des partenaires, des commanditaires, notamment la Maison du Violon puis l'Archetterie Morancy qui ont été là depuis le début pour nous assurer un certain financement, puis aussi une espèce de prévisibilité du cash flow, là, parce que quand tu organises des événements en culturel, ça marche beaucoup comme ça. Tu organises un événement, mais t'as pas nécessairement l'argent pour le faire. Exactement. Faut que tu bookes des salles, faut que tu bookes des artistes. Souvent ça se fait comme 1 an, 2 ans à l'avance, puis t'as jamais le financement aussi long à l'avance que ça. Fait que tu prévois des choses sans nécessairement avoir l'argent dans l'espoir que tu vas aller chercher ça en quelque part. Mais en même temps, ce qui était agréable, puis vous êtes super gentil de nous donner un cachet, mais il y en aurait pas eu que... Aussi, les gens auraient... je pense que tout le monde... Les gens tiennent dans la communauté artistique de Montréal. Je pense que les gens sont heureux de participer, point final, à un événement de la sorte. Ça arrive pas si souvent. Ouais. On peut-tu parler de la programmation? Avec grand plaisir. Allons-y. Parce que, bon...
je me plug aussi parce que je joue dedans, mais allons-y du début, du premier concert jusqu'au dernier. On ouvre avec Marina Thibault. Avec Marina Thibault et Chloé Dumoulin, qui font un récital en duo, avec certaines œuvres plus typiques du répertoire, puis d'autres œuvres nouvelles, une création aussi d'une compositrice issue des Premières Nations. OK. Fait qu'il y a ce récital-là qui se passe le vendredi soir, le 13 septembre. Disons-le aussi que tout ça se déroule au Conservatoire de Montréal. Bon point. C'était quand même Bien important. en vente sur la billetterie du Conservatoire de musique de Montréal. Aussi, on peut y aller sur place sûrement aussi, acheter des billets. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier concert qui est le vendredi soir. Ouais, le vendredi 13. Vendredi 13. Ensuite de ça, on a 3 événements le samedi 14. On a un événement qui s'appelle l'Alto en cirque, qui est un projet de notre directeur artistique Vincent Delorme, qui a un projet avec un circassien et un autre musicien qui est accordéoniste. Puis ils montent... ils ont un numéro de cirque, musique improvisée, musique tzigane, musique du monde, qui va être celui-là avoir lieu dans la salle de répétition à cause des besoins de structures circassiennes, acrobatiques, etc. My God! Fait que ça risque d'être comme pas mal éclaté. Mais ça va avec un peu la personnalité de Vincent Delorme, qui est quelqu'un d'extraordinaire que j'aime beaucoup, qui est tout le temps, qui est une boule de positivité. Vraiment, à chaque fois, c'est contagieux, son truc aussi. Là, et d'idées complètement champ gauche. Là. Complètement. Puis, tu sais, en plus de toute cette personnalité-là, il joue super bien. Tu sais, il joue bien son instrument. Absolument. Il est le fun à regarder, il est le fun à entendre. Tu sais. Bon, là, quand on le connaît, on n'est pas surpris de ce genre de projet-là qui vient de lui. Ça, c'est cool. Ça. Excellent. Fait qu'on commence la journée avec ça. Ensuite de ça, 1 heure après environ, on a un autre concert dans la salle de concert cette fois-ci, qui est ce qu'on appelle notre concert à l'aveugle. Alors le concept de ce concert-là, en fait, on cherchait à ce que chacun des événements de l'AltoFest 2 soient des événements un peu à caractère immersif, où on cherchait à faire les choses un peu autrement, avoir une espèce de formule de concert qui est plus qui met de l'avant la proximité entre les artistes puis le public. Mm-hmm. Mais qui amène aussi un angle de détente aussi, là, qui est moins dans les codes. Ouais, oui, ça, c'est ça. Fun. Que ce soit moins codifié, je pense que c'est le bon... que le décorum tombe un peu puis que ce soit un peu plus... qu'il y a une proximité. Là. C'est ça. Donc, ce concert-là, qui est le concert à l'aveugle, le concept, c'est... tout ça est mené par l'altiste Sébastien González Mora, qui va jouer avec le flûtiste Jean-Philippe Sylvestre. OK. Tremblay. Hey, Jean-Philippe Sylvestre Tremblay. Non, il me semble que Jean-Philippe Sylvestre, c'est un pianiste. Non, c'est pas Sylvestre. C'est pas Sylvestre. C'est définitivement pas Jean-Sylvestre parce que c'est un flûtiste. Je m'en vais sur... Ah non, je vois seulement son nom. Oups. Moi, ma matinée a été passée à peinturer des murs chez moi. Alors, je t'avoue que là... Tu vois tout croche, tu sais pas ce qui se passe. J'ai juste des coups de pinceau dans la tête, des marques de peinture. Mais explique le concept, moi je vais le trouver pendant ce temps. Alors, le concept, c'est que Sébastien va inviter le public à écouter certaines œuvres les yeux bandés. Okay. Donc, on va distribuer des bandeaux au public. Puis, Sébastien va guider les gens sur écouter autrement, en se privant du sens de la vue. Quoi écouter? Il y a un répertoire qui passe du baroque au contemporain aussi, qui va être guidé là-dessus avec des archets différents. Mais quand, mettons, tu dis guider, c'est-à-dire que Sébastien va discuter, animer tout ça, puis expliquer qu'est-ce qui se passe. C'est une espèce de concert atelier pour apprendre à écouter différemment les concerts de musique classique. Mais ça, c'est cool, ça. Ouais, puis on trouvait que c'était... on se rend compte, je pense que au moment où on ferme les yeux, où on a les yeux bandés, on se rend compte à quel point le sens de la vue joue pour beaucoup quand on va voir un concert. Ouais, comment le musicien bouge, qu'est-ce qu'il porte. Des fois des niaiseries, mais ça affecte beaucoup l'expérience. Puis des fois d'enlever un sens puis de se concentrer sur l'autre, ça fait ressortir des éléments qu'on n'aurait pas. Non, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, on était proche, Jean-Philippe Tanguay à la flûte. Mon Dieu, je suis désolé. Et Chloé Dumoulin qui sera au piano et au clavecin. D'ailleurs, je peux nommer les pièces qui seront présentes. Quatuor pour clavecin, flûte alto de C.P. Ibach. Quatuor pour clavecin, où il y en a 2 en fait. Un en ré majeur, l'autre en mineur. Puis un trio flûte alto piano de Rachel Lorrain qui est décédée il y a pas si longtemps. Pour ce qui est
de Marina Marina, Thibault, oui. peut-être, tant qu'à faire, je pourrais Ben peut-être nommer, parce que j'ai ça devant moi. Il y a Suite in Jazz de Dobrinka Tabakova. Je ne connais pas du tout cette pièce. Ensuite, il y a Lacrymée de Benjamin Britten, qui est très, très beau, qui est une espèce... qui est intéressant, dans lequel Britten prend un thème de, je pense que c'est William Byrd, si je me trompe pas, et que finalement, c'est un thème et une variation, mais à l'envers. On commence avec des variations, puis finalement, on aboutit avec le thème. Puis ça fait du bien parce que juste l'idée de inverser ça. D'habitude, on présente un thème et ensuite, on fait toutes les petites variations, puis après, on redonne le petit thème à la fin. Mais cette fois-ci, on commence dans le mystère, puis on arrive, et après, à la fin, il y a la lumière qui apparaît. Ça, c'est cool. Une autre tune que j'aime beaucoup, que j'ai entendu dernièrement, ça s'appelle Quartet for One de Garth Knox. T'as connais-tu celle-là? Ouais, ben je l'ai entendu parce que je l'ai écouté en fait parce que je l'ai vu programmer par Marina. Moi, je l'ai vu parce que il y avait j'ai vu un étudiant, McGill, jouer cette pièce-là pour sa fin de récital, je pense fin de maîtrise. Puis c'est très cool, c'est qu'on installe sur la scène 4 chaises, 4 lutrins, comme un quatuor à cordes. Et l'instrumentiste va faire le rôle des 4, même le violoncelle, par les voix, en se promenant de chaise en chaise. Et c'est vraiment bien illustré. C'est super le fun. Et ça, dans ce cas-ci, disons-là, la vue, c'est le fun qu'on peut observer qu'est-ce qui se passe à la scène. Et on termine avec la sonata opus 4, numéro 11 de Paul Hindemith, un grand classique que je pourrais dire un peu romantique, un peu qui était à ce moment-là, Hindemith avait beaucoup d'admiration pour Debussy, essayer d'aller un peu copier avec ce style-là, puis ça donne vraiment une belle pièce. Alors voilà, et finalement, et pour la fin de ce Alto Fest, tada, c'est moi. Qui va être présent avec Ali Kianias Danfar. Mais là, écoute, moi, ce que j'ai appris, puis ça fait pas longtemps que je le sais, c'est que ça va être un concert immersif 360 degrés. Absolument. Ça, c'est cool. Ben, c'est un peu dans la lignée de la proximité, puis un peu briser le mur de la scène. Là. Donc, on va te placer au milieu de la scène. Au centre de la scène, en face à face. En face à face, puis exact. Le public assis en rond tout autour. Puis, on va proposer au public de changer moi, j'ai place une proposition pour toi. Parce que j'ai pensé à ça. Moi, je me disais, on peut aussi, nous, les musiciens, changer d'angle à chaque pièce. Ouais. Je pensais peut-être pour faire moi. Mais quoi que les gens qui se promènent, ça peut être cool aussi. Je vais en parler avec mon contrebassiste. C'est plus lui qui déménage son meuble. Exactement. À chaque fois. Puis, pour résumer un peu notre projet à Ali puis moi, c'est tiré d'un album qu'on a sorti il y a maintenant 1 an et demi, je pense, à peu près. Puis, qui s'appelait Iridescence. Donc, on va chercher, on a un duo de Spreger. Ça, c'est pas sur l'album, mais c'est une des premières pièces que Ali puis moi, on avait fait ensemble pour explorer les sonorités. Après, on a le Fisher Street Duo, qui est un mélange, en fait, de, comment dire, entre contemplation, mais aussi folklore. Ensuite, on a un autre duo plus traditionnel de Garrett Wood, qui s'appelle duo pour alto et contrebasse. Après, je fais un petit solo à travers tout ça, In Manus Tuas de Caroline Shaw, que j'adore. Caroline Shaw, ma compositrice préférée en ce moment, mais hélas, qu'il y a trop une grosse liste. Moi, on a voulu y commander une œuvre. C'est littéralement... Et je pense qu'il y a 5 ans. Et tellement c'est la compositrice. Tout le monde veut travailler avec elle. Elle est super piquée, puis tout ça. Et finalement, on finit avec Escenas del Sur de Efren Ocher, qui est une pièce en un seul mouvement avec plein de petites sections ultra chargées émotivement. Bref, ça va être un cool concert, je pense. Puis Ali, pour ceux qui connaissent pas Ali Kianias Danfar, c'est un contrebassiste que j'adore, avec qui j'aime jouer. Puis c'est pas souvent qu'on entend cette formation-là sur scène. Puis ça fait que la programmation, elle est très variée. Hein? On a le droit, justement, à avoir de l'expérience piano, clavecin, avec une contrebasse. On va vraiment entendre pendant l'Alto Fest notre instrument, Thierry et moi, sur différents angles. Géométrie variable. Vraiment, c'est pour ça qu'on est content aussi que le concert de clôture, ce soit le duo, que ce soit votre duo à deux, parce qu'on dirait que ça ouvre la porte sur les possibilités en musique de chambre, des nouvelles œuvres. Exact. Puis on est déjà en train de penser à un deuxième album en ce moment, qu'on est en train de concocter un choix d'œuvres. Puis c'est super trippant. C'est le fun d'explorer, c'est le fun de se poser des questions. Ouais. Puis c'est le prochain album va sur le thème de la dualité, ça va s'appeler Duel, ou dans lequel c'est des pièces
on a trouvé où le ton de duel est présent. Donc, les deux instruments jouent ensemble, mais les deux se challenge, se battent un peu sur scène. Ben là, on va... Passez-vous des commandes? Ouais, là, on est en train de... pas qu'on se dispute, mais on est en train de se dire... Le duel est déjà là. Ouais, tu sais, avec qui qu'on veut faire cette commande-là. On a déjà la moitié de l'album, c'est déjà écrit, ça existait déjà. Ça, c'est trippant. Puis là, on est en train de continuer à fouiller. D'ailleurs, là, maintenant, j'ai un souvenir quand on a lancé l'album qui était au Quai des Brumes. Je sais que tu étais venu. Est-ce que c'est le DG qui venait explorer un peu qu'est-ce qu'il en recrutement? Parce qu'on s'est vu, puis là, je disais, OK, un collègue altiste dans la salle, puis on se connaissait pas encore vraiment. Non, ce n'était que de la pure curiosité. J'aime ça. J'en ai eu pour mon argent. C'était vraiment un maudit bon show. Ça va en tout cas, on va avoir du plaisir avec ce festival-là. Puis c'est cool que, tu sais, félicitations de prendre ça en main parce que chaque instrument, souvent, tu sais, pour les auditeurs, peut-être vous le savez pas, mais c'est une journée internationale du basson. Il y a une journée internationale. Vraiment, chaque instrument a son truc. Et peut-être il y a une journée internationale du violon, mais eux autres, c'est tout le temps la journée internationale du violon à l'année. Bon, ils sont tout le temps avec les grosses tunes, les gros concertos. Nous, on est encore un instrument assez méconnu, tu sais. Même, je sais pas, toi, ça te fait ça des fois quand je me présente à des gens que je vois qui connaissent pas nécessairement la musique, ils me disent, qu'est-ce que je fais? Je fais encore le réflexe de dire, je joue du violon. Moi aussi. Parce que je dis alto, du saxophone. Je fais, non. T'es chanteur? T'es chanteur. On me le fait souvent. T'es chanteur. Je fais, non. Comment te dirais-je? Puis des fois, t'as des belles surprises, tu fais, tu sais, je fais du violon, mais tu sais, comme alto. Oui, puis là, il y en a qui le savent. Voilà, c'est cool. Mais il y a encore un gros travail à faire, tu sais, de connaissance sur qu'est-ce que c'est la différence. Puis aussi de briser des murs sur qu'est-ce que cet instrument est maintenant sur un point de vue solistique et chambriste qui n'est plus ce que ça a déjà été, tu sais, comme toi et moi, on le sait très bien, ça a été un sujet à blague, l'alto, pour bien des gens. Pas qu'il vient à cause d'une certaine époque, mais aujourd'hui, c'est plus vraiment ça. T'sais. Mais d'ailleurs, on est très conscient qu'on était sujet à blague, mais on renchérit là-dessus parce que pendant l'édition d'Alto Fest 2, il va aussi avoir un concours en parallèle de blagues d'alto. Ça, je trouve ça amusant. On rit avec plaisir de nous-mêmes, alors. Il faut quand même. Mais ça m'amène quand même à discuter avec toi parce que ça, je ne connais pas tout de ton parcours musical. Tu as été violoniste un bout? J'ai commencé au violon à 8 ans. OK. Moi, je suis issu des formations dans les écoles publiques. Sur la Rive-Nord, Polyvalente Sainte-Thérèse, puis petite école primaire, école Alpha, mais des programmes à concentration musique. On n'avait pas nécessairement des cours en privé, on avait des cours en groupe. On était 28 à apprendre le violon en même temps. Puis on se développait comme ça. Donc la musique de groupe était vraiment plus mise de l'avant que les acquis techniques ou que les concertos. Je veux dire, j'ai jamais joué de concerto de violon, mais pourtant j'ai fait du violon de 8 à 17 ans, là. On jouait des sonates baroques, on jouait de l'orchestre. Ça se comparait un peu au programme de type harmonie qu'on connaît des écoles, mais avec en corde, c'est ça, exact. Ça. Fait que j'ai commencé là, puis à la fin de mon parcours au secondaire, le cas classique est arrivé il manquait d'alto, il y avait besoin de mais toi, ça a vraiment été ça? Ça a été ça, ouais. Parce que honnêtement, je t'observais physiquement, puis je me suis demandé, moi, dans mon cas, je me suis dit peut-être que ça avait été la même affaire pour toi, moi, c'était juste un inconfort physique. Moi, le violon, c'était rendu, c'était tellement petit, puis je me sentais juste littéralement pas bien avec l'instrument. Okay. Puis quand l'alto était mis sur l'épaule, je chantais que j'avais les deux bras dégagés, là, j'étais enfin. Moi, c'était vraiment un inconfort, puis tu sais, t'es grand, là, aussi, là, je me suis dit, peut-être des grandes mains, des grands bras, je me suis dit, peut-être qu'il y avait un peu de ça, mais non, toi, c'était purement... Non, ça m'est tombé sa tête, puis je peux même pas dire que c'était un instrument que j'avais envisagé avant. Je pense que ça a été comme juste le hasard qui m'a conduit là, puis j'y ai vraiment pris goût, puis je suis rentré au cégep juste en alto à Marie-Victorin. OK. Ça, c'était avec qui? Avec Claude Deltel, à l'époque, qui faisait violon et alto. Oui, il faisait les deux. J'ai passé 3 ans là, qui m'a complètement restructuré parce que la force de ces programmes-là, ces formations musicales-là, c'est que tu développes un sens du groupe, un sens du blend, ton oreille va... Il y a une très grande force là-dessus, puis le plaisir, évidemment, mais c'est sûr que ça vient avec le contrebalan de... Il y a des certains retards techniques qui ont lieu parce que t'es pas supervisé par une seule personne. T'es pas coaché par une personne. T'es comme... Fait que je me suis comme recadré pendant 3 ans là. Puis après ça, je suis rentré au conservatoire
pour avec Jocelyne. ma maîtrise avec Jocelyne Bastien. OK, je vois. Ouais. Parce que, mais en même temps, ce truc-là, on dirait, Laval, on dirait qu'il y a vraiment cette culture de cordes, de groupe. Il y a plusieurs écoles, en fait, publiques et privées qui font ça, même plus que Montréal. J'ai l'impression. Même Annie, ma collègue à toi, qui est ma blonde, elle aussi, elle a vécu ça. C'est des cours de groupe pendant très longtemps. Puis je pense que c'est juste vers 17 ans qu'elle a commencé à avoir des cours individuels. Tu sais, c'est wild. C'est wild. Pour nous, dans notre bulle de musiciens classiques qui commençons à avoir des cours privés à 6 ans, mais pour la majorité des gens, c'est comme tout le monde connaît quelqu'un qui est allé en concentration musique et qui en a pas fait de sa vie, mais qui est passé par ce cheminement-là. Fait que c'est fou, ça. Mais, question concernant la musique. Quand est venu le moment, quand tu as fait ton secondaire, il fallait choisir des programmes de cégep. Toi, est-ce que c'était clair, ça, d'aller en musique, ou c'était plus... Moi, tu sais, dans mon cas, je le disais, je l'ai souvent dit, puis moi, c'était plus, je vais aller essayer ça maintenant parce que c'est l'âge, mais j'avais toute une série de plans B puis d'autres affaires que je voulais faire. Finalement, j'étais encore là-dedans. Les choses se sont bien passées, on peut dire, bien déroulées. Aussi pour toi. Mais toi, est-ce que c'était le truc numéro 1 que tu voulais faire devenir musicien? Je pense que dans mon cœur, oui. Dans ma tête, je pense que j'étais complètement inconscient de ce que ça voulait dire. Mais dans le sens que je connaissais pas de musicien professionnel. Non. Moi, ce que je connaissais de la musique, c'était des programmes publics. Je pense que je continuais parce que c'est quelque chose que j'aimais faire. Puis faire un deck en musique, c'est l'équivalent de faire un deck en sciences humaines. Ça t'ouvre les mêmes portes. Moi, la psychologie a toujours été très proche dans mes plans B. Ah oui? Fait que je fasse un deck en musique ou en sciences humaines, ça revenait au même. Fait que je me disais, bon, aussi bien plonger puis continuer. Puis voir ce qui va se passer. Voir ce qui va se passer. Puis je pense que c'est ça. J'ai vu que je plaçais mes cartes pas pire, puis après ça, j'ai eu la piqûre, puis je me voyais pas rien faire d'autre dans la vie. Mais tu dis un morceau assez important, tu sais, tu savais pas dans quoi tu te lançais. Personne ne le savait. Parce qu'il y avait pas... aujourd'hui, c'est assez fascinant parce que là, c'est dit, le monde... Mais les jeunes savent déjà un peu comment marche la business. Il y a eu des articles qui sont écrits. Avant, tu n'avais aucune information, tu sais. C'était très hermétique. Même une audition d'orchestre, je savais pas c'était quoi encore. Juste attends que j'arrive à l'université où là, tu faisais même l'audition de placement pour l'orchestre de l'université. Puis là, puis ils disent, mais c'est parce que dans la vraie vie, ça devait être comme, wow, personne m'avait... C'était pas ça le deal. C'était pas supposé de ça. Moi, le deal, c'était juste que je jouais de la touche, j'étais bien content, là. Que le monde font, mais tu venais jouer dans mon groupe. C'est ça. Là, tu peux là, écoute, aujourd'hui, avec YouTube, écoute, tu peux aller voir des gens qui jouent des traits d'orchestre, tu peux t'as tout accès, t'as vraiment, il y a des outils pour t'aider à conquérir cet univers-là qui n'existait pas vraiment dans ce temps-là, tu sais. Mais, tes études en musique, donc ça a été conservatoire, qui est une superbe école pour la musique, autant orchestre, musique de chambre, solo, c'est très complet comme formation. Toi, l'appel de l'orchestre, est-ce que c'était ça qui était en premier plan pour toi? Ouais, orchestre de chambre, orchestre symphonique, je pense que tout ça ramène à mes bases de... J'ai commencé la musique parce que j'aimais ça faire de la musique avec du monde. Moi, je me suis posé la question, je pense comme tout musicien qui essaie de décider s'il fait ça dans sa vie, est-ce que moi, jouer de la musique dans mon salon tout seul, ça me satisfait? Parce que si oui, je vais aller faire autre chose dans la vie. Je vais continuer de jouer de la musique dans mon salon, mais je vais aller faire autre chose, puis mes conditions de vie vont probablement être meilleures. Non, je comprends. Mais tu te poses la question puis tu te dis non, moi j'ai besoin d'être sur un stage puis de faire de la musique avec d'autres mondes. Tu te dis. Fait que là tu comprends que là, j'ai pas le choix, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je te dirais même qu'à la limite, j'aime pas pratiquer, mais il faut que je pratique. Tu sais, il faut qu'on pratique pour pouvoir aller faire du stage d'une bonne façon. Moi, je t'avoue que j'aime beaucoup pratiquer. Moi, là, j'ai l'aspect routinier de la pratique me sécurise énormément. Mon petit OCD, là, il est très, très satisfait. Quand j'ai fait ma demi-heure j'ai fait ma gamme, j'ai fait mon martelé, j'ai fait mon spiccato, j'ai fait mes petites coches là. Je suis d'accord, il y a quelque chose de satisfaisant là-dedans. Mais le bonheur d'être sur scène, de faire un show, c'est tellement payant. C'est tellement le fun. Là, t'arrives, là, ça se met à 30, ça shake sur le stage. Là, moi, puis je trouve que c'est ça, évidemment. Moi, peut-être, la seule chose que j'aime pas dans la pratique, c'est un peu la solitude de ça. Mais, étrangement, puis j'en parlais l'autre jour avec Annie, toute cette période-là d'audition, préparer des auditions, il y a un moment où est-ce que ça devient un peu débile. Là, c'est de l'ermitage. C'est vraiment... De l'ermitage. Mais
c'est quand même le fun. Ben oui. Moi, j'ai la pratique de trait. Ouais, puis là, tu creuses, tu vas loin. Tu vas loin dans un trait, là. Tu sais, sûrement que t'es comme moi, tu prenais ton iPhone, tu t'enregistres. Mais pas juste dans un trait, tu vas loin dans qu'est-ce que je considère qui est bon pour moi. À quel moment je considère que, OK, cette pièce-là, je la maîtrise. Ouais. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre de l'avant dans l'audition? Comment j'ai envie de me sentir? Comment j'ai envie que les autres me fassent ça? Fait que, c'est beaucoup. Oui, la pièce, mais sur tous tes aspects à toi, comme personne, comme musicien, comme candidat, ça brasse. Ça brasse beaucoup de choses. Mais puis c'est pour ça que je trouve que c'est un processus qui est difficile, mais t'apprends tellement dans ce processus-là, peu importe le outcome, tu chemines de manière tout le temps. Vitesse grand V, là. Tout le temps. Puis c'était le fun de faire des éditions contre toi pour être franc. Parce que non, mais t'étais un. Moi, j'étais un peu dans ma bulle, puis moi, je rush. Moi, je trouve ça tough, des éditions. Tout le monde. Il y a personne. On vit tout, c'est ça. C'est ça, tu sais. Mais moi, genre, je me mets 2 bouchons tout le temps. Je veux pas entendre les autres jouer. J'essaie de m'isoler. J'ai l'air bête. J'ai l'air vraiment bête. Puis mais c'est ma seule façon de me protéger puis de rester concentré, focusé sur bien performer. Puis toi, je pense que c'est le fun parce que, tu sais, des fois, il y a du monde qui vient te voir. Puis c'est allé comment ça? Je peux pas parler. Toi, je pensais, on se parlait pas. On se regardait au loin dans le local. C'est correct. Évidemment. On fait chacun notre affaire. C'est tellement important de respecter les limites de chacun. Ben oui. Surtout dans des situations de grand stress puis de grande vulnérabilité comme une audition. Il faut... Puis on est tous là parce que on veut toute la même affaire. Qui gagne la job, c'est comme... On est tous des collègues. On s'aime tous. Comme on la veut toute la job, mais après ça... C'est mon ami qui a gagné. Moi, être content pour mon ami. C'est l'avenir. Là, on fait le mieux qu'on peut. On est fiers de notre préparation. Puis c'est tout ce qu'on peut faire. J'aimais les préparations d'audition. Je peux pas dire que j'aimais tant les auditions en soi. Ça, je suis d'accord. La journée même, peu de plaisir. Mais avant, là, peu d'aisance. Mon petit enchaînement à la maison, ma préparation. C'était chouette, ça. Mais le après-journée d'audition, par exemple. Ça, c'est fun aussi. Ça, le 50 livres de moins sur tes épaules, l'espèce d'accomplissement. Le 50 livres de moins physiquement. Le stress que tu brûles là-dedans. Aussi, c'est complètement fou comme processus. Mais là, toi puis moi, on est en pause d'édition. Ça, c'est le fun aussi. Ouais. On va faire de la musique ensemble à l'Orchestre Métropolitain. Cette année, on a comme une sacrée année quand même. Mais tellement le fun. Et moi, l'intégrale Beethoven en genre... Parle-moi ça. Quelques semaines. T'es-tu déjà tout joué? Non. Je commence déjà à me mettre là-dessus, je te dirais. Parce que je t'affirmerai qu'aujourd'hui, on est le... Là, tu me comptes les jours. Le 21 août, puis j'ai déjà ben gros entamé ça, je peux te dire. Là, tu me considères l'anxiété de me rester de temps. Non, ben moi, c'est surtout que, tu sais, j'ai fait ma liste. Lesquels que j'ai pas joué. Oui. J'en avais 3 que j'avais jamais mis les pattes dedans. Ben là, tu fais, OK, ben là, faudrait... Tu sais, aussi bête que ça, puis c'est presque gênant, la 8e me disait absolument rien. Ouais. Puis aussi parce que je pense qu'elle n'est pas souvent programmée par rapport à tout le corpus. Tu sais. Puis là, je me suis mis à l'écouter. Je fais, je l'ai déjà entendu, mais jamais autant que la 7e, jamais autant que la 3e. Par ça, pour ce plaisir d'intégrale-là, moi, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Ça va être le fun. Puis j'en parlais l'autre fois avec des amis. Je dis, tu sais, une intégrale de Beethoven, les 9 symphonies, non seulement c'est super beau, c'est le fun à jouer, mais ça te garde en forme physiquement. Tu vas chercher tout le maximum des nuances, la précision rythmique, la justesse, parce que c'est dans cet élan de musique classique. Ben moi ça me rend vraiment heureux de commencer là-dedans. Puis l'endurance aussi. L'endurance. Parce que c'est des gros morceaux, puis beaucoup de gros morceaux en peu de temps, là. Des trémolos, pas des double corps, des doubles croches qui vont vite ben égal. D'avant-bras, là. Ça va se faire aller, ça va être pas pire. T'es-tu blessé? T'as déjà été blessé? Oui, j'ai été blessé. J'ai été blessé il y a pas si longtemps, avant l'audition de Métropolitain. J'avais fait une autre audition dans laquelle mon bras l'avant-bras gauche m'a lâché. D'ailleurs, c'est super intéressant. Attends, toi, tu vas sortir. Oui, ton épisode va sortir là. Quelques semaines après ton épisode, je reçois celle qui m'a aidé à tout mettre ça en place. Je reçois mon ostéopathe à qui est une ancienne flûtiste du conservatoire de Trois-Rivières, qui a lâché la musique et qui décide de devenir ostéopathe. Et elle s'occupe de nombreux musiciens à Montréal. C'est un peu spécialisé là-dedans. Elle comprend le corps d'un musicien.
Puis, et c'est elle et un de ses collègues, ils ont un bureau ensemble. C'est ces deux-là qui se sont occupés de mon cas. J'ai dépensé beaucoup d'argent là-dedans. Ouais. Mais il faut, quand on a une blessure, quand on est musicien, il faut s'en occuper. Puis maintenant, c'est le fun parce que ça va bien. Cette blessure-là, je m'en veux encore. Je me pointe du doigt complètement là-dessus. J'ai fait ce que je dis de pas faire à mes étudiants, c'est-à-dire d'aller un peu trop loin avec le corps. J'ai trop pratiqué. Parallèlement, j'avais en plus de ces auditions-là, j'avais la vie, c'est-à-dire des concerts avec Molinari où que c'est du répertoire super compliqué, que tu fais des trucs physiquement que pas que c'est pas bon, mais c'est challengeant. Ouais. Tu sais. Alors, j'ai poussé mon corps trop loin. Tu sais. Puis ça, je pense. Des fois, tu penses que t'es plus fort que nature, puis... C'est tellement facile de laisser tomber cette vigilance-là au profit de l'enthousiasme de juste jouer le plus possible. Ouais, puis tu sais, puis suite à cette blessure-là, quand je l'ai remis, quand c'était replacé, puis j'étais obligé d'annuler même des contrats, c'était plate. Quand c'est revenu, puis que là, qu'il y avait l'audition de Métropolitain, la première... Écoute, c'était le fun parce que là, j'avais bien monté les traits avant. Ben là, après, j'abordais ma pratique avec, tu sais, je comptais le nombre d'heures. Puis après, je disais, même si c'est pas parfait, je le laisse reposer. Puis j'ai mieux joué à cause de ça, tu sais. Parce que on oublie souvent qu'en musique, oui, l'organisation de préparation est importante, mais les temps de repos sont aussi importants. Le lâcher-prise mental aussi, là, de prendre la distance et de revenir, là, des fois, ça c'est tough. Ça fait des merveilles. Ouais. C'est tough parce que ça demande tellement de focus que ça c'est rendu que ça t'habite. Tu sais, moi, dernièrement, il y a une affaire que j'ai remarqué, je sais pas, peut-être tu vis ça toi aussi. Tu sais, mettons quand on fait un programme d'orchestre, un programme d'orchestre, tu joues le programme, tu sais, tu le répètes, tu le fais tout, tu le joues. C'est sûr que peu importe les autres engagements qu'il y a après, les jours suivants, je vais être hanté par le dernier concert qui a lieu, puis je vais juste siffler, chanter la pièce constamment, sans le demander, sans nécessairement le vouloir. Mais tu sais... les 6 mesures en boucle dans ta tête avant de dormir. Ça, à chaque fois. Mais ça, c'est nouveau. Moi, c'était pas le même avant. Avant, je réussissais à me détacher, puis je sais pas pourquoi. Maintenant, c'est... Écoute, quand on a fait ensemble, justement, la sixième de Malheur, on a fait 6e de Malheur. Écoute, la semaine après, je chantais tout le temps les mélodies. Puis là, il faut que tu abandonnes, il faut que tu lâches le morceau, là, parce qu'il y a d'autres affaires à apprendre. Puis là, ça devient un cercle comme ça. Donc finalement, tu baignes un peu tout le temps avec ces mélodies-là qui te hantent. Là, ben, que t'as pratiqué pendant des semaines avant les répétitions. Après ça, qu'à chaque jour, pendant toute une semaine, tu l'entends. C'est sûr que ça, puis là, t'as assez par cœur. C'est une bonne chose parce que ça reste dans les doigts. Puis après ça, quand t'as rejoué quelques années après, t'es comme, Puis surtout dans notre cas, tu sais, des fois je suis fasciné, surtout là, tu vois, on parle de Beethoven, comme toi, je suis en train de me préparer là-dedans. Puis là, je joue les pièces, puis c'est tellement, tu sais, c'est un peu ingrat notre affaire d'alto parce que on est vraiment une voix de milieu. Des fois, il y a un 4-bar, 4 mesures que l'on a la mélodie, mais souvent, tu sais, il faut que tu te mémorises des lignes qui ont aucun rapport. Ben non. Mais aucune logique. Aucune pertinence à jouer seul, non plus. Tu sais, puis rapidement de même, parce que hier, j'étais en train de gosser, je mettais les pattes dedans, j'étais dans la pastorale, qui est pas la plus, en théorie, pas la plus tough des symphonies. Mais la tempête est quand même... La tempête est tough. Musculairement. Et le mouvement lent, là. Les changements de... Les changements de corps, tout ça. Mais ça, tu sais, c'est pas vraiment... C'est semi-mélodieux, semi-accompagnement. Puis là, il faut que tu te domptes à chanter. Finalement, dans ta tête, tu te mets à chanter quelque chose qui existe pas vraiment vocalement. Voilà. Donc, t'es là-dedans. Mais bref, c'est le fun à faire, mais c'est quand même... c'est un exercice instrumental intéressant, tu sais, je trouve, de se positionner là-dedans. Bref, anyway. Mais toi puis moi, on est là-dedans. Le trip des Beethoven, ça va être cool cette année. On a... on ouvre avec Bruckner la saison. Ça va être le fun, Bruckner 9. Puis tout le restant de l'année, il y a plein de prods super tripantes. Puis vraiment, on est choyés. On est choyés, on arrive à un bon moment. Ça, c'est certain. En dehors de ça, en dehors de l'OM, t'as aussi Musici, qui continue à faire ses concerts. Mais je veux parler de
de l'autre homme que tu es, c'est-à-dire celui qui a étudié, Dis-moi tout. qui a étudié encore, parce que oui, on parlait de PDG, d'accord, mais aussi, tu as fait un cours, je sais. Ouais, que je viens de finir il y a 2-3 mois. C'est un diplôme en gestion des organismes culturels que j'avais dans la mire depuis plusieurs années. Puis quand la COVID est arrivée, en fait, j'ai gradué du conservatoire en 2020. OK. Donc, j'étais dans un espèce de trou noir de... Ah mon Dieu, attends, t'as gradué juste J'ai la terminé pandémie. l'école en mars 2020. Juste avant que tout pète. En fait, quand tout a pété, moi, je graduais, puis j'étais dans le vide intersidéral de la pandémie, des concerts annulés, puis on savait pas si ça allait reprendre, quand ça allait reprendre. Fait que je t'avoue que ça a généré beaucoup de réflexions. Mais comment t'as fait ton récital final, d'abord? Je ne l'ai pas fait. Ah, OK. J'ai eu un beau diplôme sans avoir fait mon récital ça va final. Aller. C'est la vie. Ben, écoute, c'est ça. Hey, nous autres, là, à l'UQAM, diplôme, là, à l'UQAM, il y en avait qui faisaient des récitals finales. Puis, tu sais, c'était comme un peu triste, là. Il était, mettons, on pouvait pas assister à ces récitals-là. Ben là, il s'enregistrait 100 pianos dans leur appartement. Tout le récital au complet. Non. Puis c'était spécial, mettons. Puis tu sais, il finissait le truc, puis là, tu sais, on était tous avec notre Zoom. Puis là, on applaudissait. Oh non! Puis là, il fallait juger ça. Tu sais, ouais, si le piano avait été là... Parce que même, il y avait même un certain moment où on disait, la pianiste pourrait peut-être enregistrer la track piano. Non, faire du karaoké. On était presque rendu là, tu sais. Non, mais écoute, fallait trouver des options. On le savait pas. On savait pas quoi faire. On faisait ce qu'on peut avec les moyens de l'époque, mais c'est ça. Le conservatoire a juste décidé de canceller. Ce qui est, oui. Je suis pas sûr que mon expérience aurait été plus positive si j'avais joué tout seul le concerto de Rhodes chez nous. Alors, non. Fait que ça a généré des réflexions, dont celle de, coudonc, ce programme-là, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. C'est peut-être un pas pire timing pour le commencer. Wow. C'est un programme qui se donnait à distance à l'époque quand j'ai commencé. Fait que j'ai commencé ça en janvier 2021 à temps partiel. OK. C'est un diplôme niveau maîtrise, là, mais qui n'est pas une maîtrise. C'est un DESS. Ouais. Fait que j'ai terminé ça il y a quelques mois. Fait que ça m'a repris quasiment 3 ans. Quand même. Mais j'ai fait petit train va loin. Oui. Très tranquillement. Puis, mon Dieu, que ça a explosé ma vision du domaine culturel. Là, c'est complètement fou. Ah ouais, mais là, et de comprendre la machine, de comprendre comment ça fonctionne. Parce que, tu sais, quand t'es musicien, c'est un drôle d'état, tu sais, quand tu commences à travailler dans le milieu, dans les gigs, tu te fais engager pour un contrat de, je sais pas, tu vas remplacer tel orchestre, tu finis de jouer, tu reçois ton chèque. Mm-hmm. Tu fais, OK, mais comment ce chèque-là est arrivé? Mais arrive parce à moi, en là, fait, tu sais. on est formé comme des interprètes. On est des interprètes. Ouais. Mais, tu sais, si je compare, j'ai beaucoup d'amis qui sont en musique populaire, en musique jazz, puis eux, sont formés comme interprètes aussi, mais il y a comme tout un côté création à ce qu'ils font. Ouais. Puis ce côté-là leur fait apprendre aussi comment monter un projet, comment aller chercher du financement, comment se faire représenter, comment se vendre. Puis un côté entrepreneur aussi. Complètement. Que nous, on a zéro, pas du tout dans notre formation. Puis après ça, quand on arrive sur le marché du travail, bon, il y a le chemin plus traditionnel de gagner une audition, être engagé par un orchestre. Mais après ça se peut que tu aies envie de faire des projets d'enregistrement d'albums, que tu aies des projets solo, que tu aies envie de monter une organisation, puis t'es pas outillé, mais pas du tout pour faire ça. Fait que c'était aussi de là la pertinence d'aller chercher ce diplôme-là, c'est que je me disais peut-être que le Thierry du futur va avoir envie de fonder un projet, puis mais finalement ça a bien tombé, mais... Exactement, c'est ça arrive à un bon moment. Ça reste encore, évidemment, dans un milieu musical que tu aimes, qui est ton instrument aussi, tu sais, donc ça, c'est cool. Mais, et Dieu sait qu'est-ce que ça peut amener aussi par après, tu sais, pour d'autres projets plus personnels. Ouais. D'ailleurs, t'as-tu un to-do list, une liste de trucs artistiques que tu as envie de faire dans les prochaines années? Okay. Ouais. Oh, c'est une bonne question, ça. Tu sais, je sais que juste avant le Métropolitain, avant que tu aies le poste, t'avais un quatuor à cordes que tu étais obligé de quitter, parce qu'on peut pas tout faire dans la vie, évidemment. Mais dans quelques années, mettons, quand tu vas avoir un peu plus de temps, des structures, y a-tu des trucs personnels que tu dis, OK, ça, j'espère avoir le temps de
faire ça. Puis ça peut être vraiment de toutes sortes de catégories, tu sais. Ça peut être autant un disque, dire ou bien faire un trio, ou bien un quatuor, ou bref, un duo. Hein. J'ai flirté avec l'idée de... Ben, c'est sûr qu'avec l'AltoFest, là, on programme des altistes. J'ai pas joué encore, d'ailleurs, parce que je trouve ça plus facile Ouais, mais je me disais, quand est-ce que tu vas jouer? La job de background, que de faire la job de background, plus monter un récital. Ouais. Mais c'est sûr que j'avais commencé à compiler des pièces que j'avais jamais vraiment entendu personne jouer, des pièces pour alto seul, des pièces avec piano. Je me suis fait écrire une pièce aussi. C'est sûr que ce serait un projet le fun de petit album. Est-ce que je vais aller en arrière? Qui a écrit une pièce? C'est un compositeur qui était un ami. Cool. Mais ça, c'est le fun d'avoir une petite collection de tunes. C'est ça, fait que on dirait que je me garde ça dans ma manche. Je trouve pas que le timing est idéal présentement, mais je pense que c'est ça. Éventuellement, une fois que les choses seront plus setées, ça, j'aimerais ça. Puis en parallèle aussi, ça fait longtemps que je compose pour le plaisir. Ça, je savais pas. Personne ne sait, c'est un secret. OK. Public maintenant. Mais j'ai fait du pop longtemps, j'ai été dans des bands, j'ai écrit des chansons. Wait. Slow down. T'as été dans des bands? J'ai été dans des bands. Mais ça, c'est l'avantage d'avoir eu le parcours que je suis pas rentré au conservatoire à 8 ans, là. C'est que en allant au cégep Marie-Victorin, j'ai côtoyé plein de gens. T'as fait cégep en spectacle? J'ai fait cégep en spectacle, j'ai fait cégep en concert. J'ai fait aussi une compétition de band qui s'appelait Emergenza, une compétition canadienne. Oh mon Dieu! Emergenza! J'ai fait ça. Oh my God! J'ai fait C'était-tu le fun, ça, Emergenza? Parce que je me rappelle, il me semble que les prix avaient l'air cool. Les prix étaient très cool, mais c'est comme toujours dans ces concours-là, il y a comme un petit... une petite ligne cachée de... Pour participer, il faut que tu vendes comme 50 billets du show. Fait que, il y avait une espèce d'affaire de... Bon, mais on s'était quand même rendu en finale. Puis cool. On était allé chercher des contacts avec ça, puis on avait travaillé en studio et tout, mais... fait que j'ai eu comme cette vie parallèle-là que j'ai mis un peu sur pause quand je suis rentré au conservatoire parce que j'avais comme du chemin à faire, puis mon objectif dans la vie, c'était vraiment de gagner des auditions. Fait que... je continue d'en faire. J'ai un projet avec une chanteuse, pop, un projet acoustique. Que dans les prochaines années, ce serait aussi de plus développer ce... Mais t'écris des tunes. Attends, quand tu dis que tu composes, c'était-tu plus des trucs pop-ish ou c'était classique? Oh mon Dieu, je sais pas comment le décrire. Hybride, du néoclassique. Non, comment ils appellent ça? Maintenant... le néoclassique, là? Ouais, le néoclassique. Ça ressemble, c'est ça. Ouais. Piano, je joue du piano depuis que j'ai 12 ans aussi, fait que... Ah, ça, je savais pas. Pour le plaisir aussi, mais... Fait que j'ai ces projets de création-là, je pense qu'ils me feraient du bien. Tu chantes? Ouais, pour le plaisir aussi. Écoute, j'apprends plein de choses. Écoute, c'est pas un secret, ça. Tu vas sur mon Instagram, puis tu vois, c'est pas... Mais c'est toutes des choses que je fais à temps perdu, que je consacre pas assez de temps, mais présentement, c'est parce que j'ai d'autres priorités. Mais oui, comme je te dis, une fois que l'approbation sera passée, que les cartes seront plus après installées. c'est plus facile de penser autrement, tout ça. Ouais, puis quand même mentionnons aussi, tu sais, dans ton poste à l'OM, on appelle ça, c'est pas tous les auditeurs qui connaissent nécessairement le jargon, mais c'est une chaise titre. Donc, si vous venez voir le concert, vous allez très bien voir Thierry parce qu'il est en avant. Il y a l'alto solo qui est un peu la leaduse, on voit carrément. Ouais. Puis toi, t'es juste assis à côté. Comment on pourrait bien décrire ton rôle? Moi, c'est un peu comme... c'est un rôle de soutien, c'est un rôle de leadership aussi en premier lieu, mais c'est un rôle c'est comme si t'amplifies un peu le leadership de l'alto solo qui est à côté de toi. C'est ça, ouais, c'est bien dit, c'est ça. Ouais. Au fond, c'est carrément ça. C'est comme tu viens solidifier encore plus la première chose parce que moi dans mon cas, je suis dans la section, c'est-à-dire que quand on est section, on est derrière ce premier pupitre-là, mais aussi que la section, ça bouge. Souvent, les musiciens, ce ne seront pas toujours les mêmes personnes assises au même lutrin. Il y a une rotation qui se fait, mais le premier lutrin qui est en avant donne un peu le ton, la direction générale du son de la section. Parce que quand on regarde quelqu'un qui va jouer dans les vents, il a son propre son. Oui, il faut qu'il joue en communion avec les autres vents.
mais il y a quand même sa seule partition à lui à exécuter. Nous, on est un groupe à jouer les mêmes notes, la même chose, puis donc il y a comme une groove à avoir, et souvent, c'est ça vient de la chaise en avant qui est plus proche du chef, qui peut saisir davantage les intentions, et eux vont le communiquer avec le reste de la section. Donc, c'est tout un... Donc, en gros, quand vous allez voir les concerts métropolitains, vous allez voir Thierry toujours assis dans la même chaise, puis après, moi, c'est un jeu de où est Charlie, vous allez essayer de trouver où est-ce que je suis. Je suis quelque part sur la scène. Mais t'es pas petit, il est vraiment ta tête dépassée. J'ai pas de cheveux, c'est facile à identifier. C'est assez facile. Mais, donc oui, c'est ça. Donc, il y a une responsabilité, puis comme tu dis, c'est ça, les projets B, C, D attendront après tout ça. Le processus d'approbation est quand même... Parce que le processus d'audition est particulier, puis le processus d'approbation aussi est bien sûr. Le dating de saisir qui est-ce que je suis, qui est-ce que l'orchestre a besoin que je sois. Cette espèce de... Ça aussi, c'est... Ben oui, puis ça fait partie de j'allais dire de la job, dans le sens qu'il faut que c'est comme en fait, c'est un peu aussi comme différemment, mais tu sais, mettons, tu fais une entrevue pour un emploi, tu as cet emploi-là, c'est sûr que l'employeur doit vérifier si nécessairement tu as un bon match avec ça, puis ça fait partie de cette réalité-là. Mais ça se passe, mais ça va bien se passer, je suis certain, puis en plus, nous, on est une belle gang de musiciens dans cette section-là. Donc, dans l'orchestre au complet. Oui. Donc, c'est tellement de bon monde. Ça va être bien de fun, ça. Donc, on peut te voir ces deux ensembles-là, Imuzici, l'OM, la Tofest. Hélas, tu pourras pas, je suis content que tu viens d'en parler, je sais que tu ne pourras pas être présent. C'est normal. Écoute, regarde. C'est un deuil. C'est un deuil, mais c'est des circonstances, mais de toute façon, tu seras là d'autres fois. Y a-tu d'autres événements annoncés pour l'instant? Pour l'instant, non. Ça fait pas mal le tour. Ouais. Parfait. Est-ce que, pour quitter les auditeurs, t'aurais je suis comme curieux pour toi, s'il y en a qui veulent aller explorer un peu l'instrument d'alto. Toi, as-tu un 2 ou 3 pièces incontournables qui serait une bonne proposition pour quelqu'un qui veut entendre cette voix-là, ce son-là? Moi, puis j'ai beaucoup de gens non musiciens autour de moi. La première pièce que je leur envoie tout le temps, c'est l'Élégie de vieux temps, jouée par Antoine Tamesti. Moi, tu peux pas écouter ça puis ne pas aimer l'alto. Mais c'est une bonne pièce. En plus, c'est pas trop long. C'est ça, c'est pas long. Le format, tout fonctionne là-dedans. C'est tellement chargé, puis il y a de tout, puis c'est joué par le meilleur altiste au monde. Fait que moi, c'est mon premier. Après ça... C'est sûr que dans les faciles à écouter puis à aimer, la sonate de Rebecca Clark, c'est toujours un grand classique. Moi, c'est la toune qui m'a donné le goût de faire l'alto, c'était la Rebecca Clark. Quand elle s'est résistée. Dès le début, tu fais « Wow! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? » Les couleurs harmoniques. Puis là, ça part. Puis là, tu fais « OK. » Puis moi, je me souviens, c'est le premier disque d'alto que j'ai acheté, c'était ça qui ouvrait le disque. Puis j'étais comme « Oh my! » OK, puis ça m'a eu. Donc je suis d'accord pour Clark. Ça, c'est un très bon choix. Ouais. C'est pas mal mes deux... C'est tes 2 hits? Ouais, les 2 hits portent d'introduction, puis après ça, je leur pitch des affaires plus dark. Plus obscures, le temps voulait humble. J'adore. Hey, écoute, c'est un plaisir de te connaître davantage. Oui, merci. Puis on va se connaître encore plus cette année. Certain. Puis tout le monde, venez nous voir. That's it. À bientôt. Merci. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.